Je viens de visionner la team, une vidéo qui est sortie hier sur la page Crayon, donc sur YouTube, qui s'appelle « Les programmes scolaires sont-ils racistes ?» Donc ça mettait en avant deux enseignants, donc avec deux idéologies différentes, mais qui partageaient le même métier pour confronter leurs idées. L'enseignante, avec tout le crédit que lui donne son statut, affirme, sans sourciller, que le traitement de la traite négrière dans les programmes scolaires est trop accusatoire envers l'Occident. Qu'on ne parle pas de la traite arabe, ni du rôle des chefs africains. Tenez-vous bien, la femme aurait été plus libre en Occident grâce à la tradition chrétienne. Parce que, par exemple, prenons la question de l'esclavage, la traite négrière, qui est quand même l'objet d'un bon chapitre dans le programme de 4e. Moi, je pourrais vous dire, on n'aborde pas du tout la question de la traite arabe, ni du rôle de beaucoup de chefs africains dans cette traite. Tout ce pan de l'histoire est uniquement lu par le prisme de la culpabilité de l'Occident et constamment accusatoire. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on donne en fait aux enfants une image extrêmement critique donc de leur pays, de leur culture, qui aurait été un ignoble patriarcat où les femmes auraient été uniformément soumises, alors que la femme en Occident a toujours été beaucoup plus libre que dans le reste du monde. Mais oui, de fait que nous sommes une culture chrétienne. Je vais prendre le temps, la team, sérieusement, méthodiquement, bibliographiquement, de répondre à ces propos. Pas pour la contredire par plaisir, non, ce n'est pas le but. Mais parce que ce genre de propos entretient un roman national toxique, une vision déformée de l'histoire, mais surtout un aveuglement dangereux de la responsabilité historique de la France. D'abord, je lui concède un point, oui. Les traites négrières menées par des puissances musulmanes, Maghreb, Empire ottoman, société islamisée donc de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de la Corne de l'Afrique et de l'Inde. Cette traite, effectivement, est peu enseignée. Mais petite rectification. Parler de traite arabe est simplificateur, voire même historiquement faux. Cette traite est plurielle, étendue dans le temps mais aussi dans l'espace, et ne se résume pas à un monde arabe homogène. Comme l'explique Tidjane Jai dans Le génocide voilé, je cite, « Ce commerce triangulaire musulman a concerné des peuples aussi divers que les Maghrébins, les Soudanais, les Égyptiens, les Yéménites, les Somaliens, les Iraniens et les Mongols musulmans de l'Inde. » Mais attention, diversité ne signifie pas équivalence. La traite transsaharienne et les traites de l'océan Indien n'ont ni les mêmes méthodes et surtout pas la même industrialisation que la traite atlantique, ou plutôt, pour être plus précis, transatlantique. Et pour être encore plus factuel, elles n'ont pas structuré des économies coloniales esclavagistes sur plusieurs siècles à l'échelle d'un continent tout entier. Pour rappel, effectivement, la traite dite arabo-musulmane a duré donc du 7e siècle jusqu'au 20e siècle et ça continue encore. Ça a duré plus longtemps avec un volume beaucoup plus conséquent. Je ne remets pas en cause du tout la traite arabo-musulmane parce qu'elle est effroyable et autant condamnable que la traite transatlantique. Mais pourquoi je tiens ces propos? C'est pour expliquer pourquoi les programmes scolaires français, à mon avis, insistent à juste titre sur la traite transatlantique, organisée, rationnée, institutionnalisée par l'Europe et de ce fait, par la France. Alors oui, des chefs africains ont participé à la traite transatlantique. C'est un fait, je ne le renie pas du tout. Mais cette phrase, sortie comme un joker rhétorique, ne tient pas debout si on ne l'insère pas dans un contexte global du système colonial esclavagiste. Il faut bien se rendre compte, ces chefs n'ont ni conçu les bateaux négriers, ni défini les routes commerciales transatlantiques, ni créé le Code noir, ni imaginé des plantations dans les Caraïbes et dans l'Amérique du Nord et du Sud. L'historien sénégalais Boubacar Bari, dans la Sénégambie du 15e au 19e siècle, le dit clairement, je cite, « Les acteurs africains de la traite étaient dépendants d'un marché contrôlé et imposé par les Européens. Ils n'en fixaient pas les règles, ni les prix, ni les lieux. » Autrement dit, leur rôle est bien réel, mais instrumentalisé, secondaire, et déterminé par une logique imposée de l'extérieur. C'est comme si nous disions que les colons n'étaient pas responsables de la colonisation parce qu'ils avaient des auxiliaires locaux. Vous voyez bien que c'est complètement absurde. Et d'ailleurs, si l'on veut être vraiment cohérent, pourquoi parle-t-on soudain d'agents africains uniquement quand il s'agit de diluer la responsabilité de la France? De ce fait, la mémoire devient un outil de relativisation. Mais l'histoire, que l'on soit bien clair, n'est pas là pour caresser les consciences. Elle est là pour établir des responsabilités.
maintenant, cette perle. Les femmes occidentales ont toujours été plus libres que les autres parce que nous sommes une culture chrétienne. Sérieusement ? Commençons par la source supposée de cette liberté, la tradition chrétienne. La Bible, comme vous le savez, texte fondateur du christianisme, mais aussi il y a la Bible donc judaïque avec la Torah, est profondément patriarcale. Elle pose, dès la Genèse, une hiérarchie entre l'homme et la femme. Genèse 3,16, je cite, « Tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. » 1 Corinthiens 14, 34, 35, je cite, « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. » De ce fait, le patriarcat n'est pas une anomalie de la culture chrétienne, c'est un de ses piliers fondateurs. Et pour rappel, les femmes occidentales ont été privées de droit de vote jusqu'au XXe siècle, interdites de signer des contrats, considérées comme mineures civiles, exclues des hautes sphères intellectuelles, politiques et religieuses. Rappelons ce que Simone de Beauvoir disait dans Le Deuxième Sexe, je cite, « L'Occident chrétien a érigé la femme en autre objet dominé. C'est au nom de Dieu qu'on lui a refusé la pensée, l'action et la parole. » Alors non, je suis désolé, le christianisme n'a pas libéré les femmes. Il les a contenues. Maintenant, dans son discours, elle dit aussi que par rapport aux autres parties du monde, donc moi je vais parler pour l'Afrique, pour ce que je connais, la femme en Occident aurait été beaucoup plus libre. De ce fait, la perception selon laquelle la femme africaine aurait toujours été soumise ou inférieure à l'homme, et là je vais parler avant l'arrivée des religions abrahamiques, est non seulement fausse, mais profondément ancrée dans une logique coloniale. Avant la colonisation et l'islamisation massive, de nombreuses sociétés africaines fonctionnaient selon des logiques matrilinéaires. Cela, que l'on soit bien clair, ça ne signifie pas du tout qu'il y a un féminisme moderne comme on l'entend. Je dis bien qu'on l'entend au sens occidental. Mais une structuration sociale ou lignée, transmission de pouvoir et propriété se faisait par la mère. L'historienne Ifi Amadium, dans Reinventing Africa, disait ceci, je cite, « De nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest, comme les Igbo, le pouvoir n'était pas centré entre les mains des hommes. Il y avait des reines-mères, des assemblées de femmes et une coexistence d'autorités parallèles entre genres. » Mais nous pouvons aller encore plus loin. Dans la parole aux négresses d'Awa Thiam, je cite, « Les sociétés africaines ont vu des femmes reines, commerçantes, guerrières, sans que cela ne choque. L'idée de soumission généralisée vient avec les religions patriarcales et la colonisation. » Et en effet, dans les royaumes du Mali, du Ghana ou du Congo, des femmes pouvaient accéder à des positions de pouvoir politique, économique et spirituel. Chez les Akans, donc actuel Ghana et Côte d'Ivoire, la reine-mère avait le pouvoir de démettre un roi et le lignage royal était transmis par la mère. Alors non, l'égalité parfaite n'existait nulle part, puisque si nous prenons le cas de l'Afrique, il n'y avait pas d'égalité, mais de complémentarité. Mais dire que les autres parties du monde, donc en prenant en compte l'Afrique, ont toujours été des espaces d'oppression féminine avant l'Occident chrétien, c'est un pur mensonge. Pendant que cette enseignante parle de liberté des femmes occidentales, rappelons quel était le sort réel des femmes sous le patriarcat européen. Les femmes françaises n'ont eu le droit de vote qu'en 1944. En 1965, seulement, une femme pouvait ouvrir son compte bancaire sans le consentement de son mari. Dans les colonies, n'en parlons même pas, les femmes africaines étaient doublement opprimées par le système colonial et par l'importation du patriarcat européen. Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, disait ceci, je cite, « La femme indigène n'était qu'un objet de fantasme ou de répression pour le colon. On l'exhibe, on l'humilie, on la possède comme on possède le territoire. » Alors venir nous expliquer que la culture chrétienne occidentale est plus libre, c'est effacer les siècles d'oppression, de violence et d'infériorisation institutionnalisée. Maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi ces propos reviennent encore et encore. Pourquoi ce réflexe quasi, je dirais, palvovien de dire toujours « oui, mais les Arabes aussi, oui, mais les chefs africains aussi ». Pourquoi culpabiliser autant? Parce que dans notre récit national français, l'histoire a été écrite comme une épopée glorieuse. Et remettre en question ce mythe, c'est douloureux. C'est ébranler des fondations identitaires. Mais que l'on soit bien clair, l'histoire n'est pas là pour assurer, elle est là pour éclairer. L'historien Pascal Blanchard parle de négation coloniale dans l'ouvrage La fracture coloniale paru en 2005. Il disait ceci, je cite, « La France a occulté ou édulcoré une grande partie de son histoire coloniale. Elle préfère le silence à l'analyse, la gloire au questionnement. » Et c'est précisément cela qui gêne aujourd'hui.
Admettre que la France a participé activement, durablement, avec méthode et volonté politique, à la déportation de millions d'Africains. Tenez-vous bien, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la responsabilité historique. On ne transmet pas l'histoire pour que nos citoyens, nos enfants, nos élèves aient honte. On la transmet pour qu'ils comprennent, pour qu'ils pensent et surtout qu'ils ne reproduisent pas. Le but n'est pas de culpabiliser les personnes modernes. Le but, c'est de regarder la réalité en face, le visage en face, sans maquillage. Alors, que faut-il faire? Équilibrer l'enseignement? Oui, mais pas en l'édulcorant, pas en le tordant pour préserver des fiertés mal placées. L'histoire de la traite transatlantique, c'est une histoire d'inhumanité, de profit, de déshumanisation industrielle. Et l'enseigner avec lucidité, ce n'est pas culpabiliser les enfants, c'est leur transmettre les outils pour construire un monde plus juste. L'historienne Myriam Kotias, dans son ouvrage « Le dictionnaire de l'esclavage et de la traite », précise ceci, je cite, « Le rôle de l'enseignement est de montrer comment des systèmes ont pu légaliser l'inhumain et comment cela interroge nos institutions d'aujourd'hui. Et si des élèves ressentent un malaise à découvrir ce que l'Europe et de ce fait la France ont fait, ce n'est pas un problème, c'est une émotion normale face à une vérité brutale. Le vrai danger, ce n'est pas qu'il soit critique. Le vrai danger, c'est qu'il ne le soit jamais. De ce fait, le vrai fond du problème, c'est peut-être la nostalgie coloniale, celle qui imprègne un certain discours politique, certains plateaux télé et certains propos d'enseignants comme ceux que j'ai entendus. Par exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un discours qui revient très souvent, l'idée insidieuse que la France a apporté la civilisation, ou que dans ce cas précis, que l'Occident chrétien a libéré les femmes, ou que les autres devraient tout simplement être reconnaissants. Cette vision, c'est du roman, ce n'est pas de l'histoire. Elle est dangereuse parce qu'elle justifie encore aujourd'hui des inégalités, des humiliations et, de ce fait, des discriminations. L'historien Achille Mbembe, j'en parle très souvent, dans son ouvrage Sortir de la Grande Nuit, dit ceci, je cite, « La colonisation n'a pas seulement été une entreprise de domination, elle a produit une mémoire toxique, un imaginaire hiérarchisé du monde où l'Occident se donne le rôle du père et les autres celui de l'enfant. Et cette mémoire se rejoue encore et encore lorsque l'on dit « Mais chez vous aussi, vous aviez l'esclavage. Chez nous, au moins, les femmes sont libres. On vous a tout donné. » Non, ce que vous avez pris, ce n'est pas civilisation. C'est mainmise, extraction, destruction. Mais là, je m'écarte un petit peu du sujet principal. Déconstruire la nostalgie coloniale, ce n'est pas rogner la France. Je suis moi-même français, j'aime mon pays, l'histoire est faite de ce qu'elle est et je ne vais pas rogner l'histoire de la France. C'est plutôt la regarder dans les yeux avec lucidité, exigence et maturité. À cette enseignante, je vais répondre avec calme et clarté. Non, enseigner la vérité historique n'est pas une menace pour nos enfants, c'est plutôt même, je dirais, un cadeau. Et si cette vérité heurte certaines consciences, c'est que ces consciences ont été trop longtemps bercées par une vision édulcorée de l'histoire. De ce fait, je dirais que ce n'est pas l'histoire qui fait mal, c'est le déni, l'oubli, c'est le mensonge. À ceux qui craignent qu'en enseignant la traite négrière, on accuse l'Occident, je leur réponds, on n'accuse pas, on constate. On ne condamne pas un peuple, on éclaire la responsabilité. Comme je l'ai dit, par rapport à la traite négrière, il y a eu effectivement des empires, donc de ce fait, des chefs africains qui ont participé à cette traite, mais ce ne sont pas eux qui ont instrumentalisé la traite. Et c'est précisément parce que nous aimons l'histoire, parce que je respecte la France, que nous la voulons juste avec elle-même. Car un pays adulte ne fuit pas son passé. Il le regarde, il l'assume. Et surtout, il en tire les leçons. C'est ça, la vraie grandeur. En tout cas, la team, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus sur l'histoire coloniale, sur l'histoire, j'ai envie de dire, romancière qu'on nous a inculquée à l'école, malheureusement. Et qu'il est important de déconstruire ces mythes fondateurs pour comprendre l'envers du décor et enlever, j'ai envie de dire, les œillères que nous avons devant les yeux pour comprendre l'histoire telle qu'elle est, sans maquillage. Comme d'habitude, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, tout en restant respectueux, un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.